Bon, les amis, salut. Euh, c'est bientôt les municipales. Je fais une petite vidéo. Bon, alors, vous inquiétez pas, je vais pas lâcher une bombe à 2-3 jours des municipales. Euh, bon, moi, je regarde plutôt Toulouse et Agen pour les municipales. Alors, à Toulouse, j'espère que la FI fera un bon score, même si moi, enfin, je mets mon ego de côté en fait un peu puisque j'avais participé à un groupe de la France Insoumise où il m'avait viré du groupe. Mais je trouve c'est un des meilleurs programmes. Bon après, si je votais vraiment avec le cœur, peut-être je voterais sur des listes encore plus à gauche. Mais dans les deux listes principales, je trouve que c'est pas mal. Et puis sur Agen, il y a une liste d'union, donc j'espère que ça va bien marcher. Et puis évidemment, le contexte, c'est la guerre en Iran. Alors j'avais fait une vidéo précédente, mais je crois qu'elle a disparu. Donc ça fait un peu penser quand même à une crise énergétique là, avec ce pétrole qui se met à coûter cher. Alors on n'est pas en mode gilet jaune, pourtant le prix du carburant est très élevé. Et on rappelle quand même que les gilets jaunes disaient bon ben nous les classes populaires on veut pas payer la transition énergétique quoi. Et alors ça me fait penser à quoi? Ben, déjà il y a eu la PPE, donc ça c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a fait une très large place au nucléaire. Et en fait, bah c'est bien, on a du nucléaire, mais si on a enfin, le nucléaire, je sais plus combien, c'est 400 TWh par an d'élec, ou 450. Mais en fait, le pétrole, c'est 3 fois plus, quoi. Et donc, si on a un souci sur le pétrole, c'est bien d'avoir du nucléaire, mais en fait, ça fait pas le taf pour. Puis surtout les délais. Enfin bon. Et bon, je crois que j'ai pas regardé dans le détail la PPE, mais la filière, les filières renouvelables, je crois, étaient un peu déçues qu'il n'y ait pas plus de soutien aux renouvelables. C'est un peu le en même temps de Macron, mais moi j'y crois pas trop. En fait, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un Américain là qui compare en fait d'un point de vue très économique, c'est-à-dire c'est pas trop des arguments environnementalistes ou écolo classiques, c'est vraiment très économique sur le coût d'un véhicule électrique alimenté avec du renouvelable incluant le stockage. Et en fait c'est hyper intéressant. Donc là je ferai une vidéo à part pour résumer cette vidéo qui est vraiment très très intéressante. Qu'est-ce que ouais. Ah oui, et puis ma thèse, disons, qui est du moins plutôt une hypothèse. En fait, je me pose la question si dans les années 70, il n'y a pas eu une forme de traumatisme des classes dirigeantes américaines, notamment blanches et catholiques, euh, sur en fait, le mouvement des droits civiques, la guerre au Vietnam, enfin, les mouvements populaires qui ont cancel la guerre au Vietnam, la libération sexuelle, les droits des Noirs. Et en fait, tout ça, c'était quand même du progrès énorme d'un point de vue social, quoi. C'était du progrès quand même social important. Et je me demande s'il n'y a pas eu un traumatisme à l'époque. Oui, et s'il n'a pas fallu inventer un truc ultime pour dire non, non, ça c'est pas possible. Et je me demande si ce truc ultime, c'est pas les ressources rares. C'est-à-dire, il y a eu le rapport Meadows, le Club de Rome, rapport Meadows, donc le MIT qui a sorti une modélisation des ressources mondiales en disant qu'on en avait pour un certain nombre d'années, mais que c'était limité. On est passé donc sur cette conception de l'économie avec des ressources limitées, alors qu'avant on était sur une conception de l'illimité, ce qui a permis de remettre en question la société de consommation, etc. Donc il y a eu le rapport Meadows qui a été actualisé d'ailleurs entre 2010 et 2020. Il y a eu le Club de Rome et il y a eu la crise énergétique en 73. Et je pense qu'il y a eu d'autres. Elinor Ostrom, c'est autre chose. Non mais bon voilà. En tout cas, je vois ces 3 trucs et j'ai aussi identifié d'autres indices plutôt sur le plan de la symbolique dans des
des travaux, on va dire, qui ont eu lieu à cette période chez les chrétiens. Alors j'ai pas une grosse culture dans ce domaine, donc je développe pas là, mais voilà. Et donc je me pose la question, voilà, si ce truc de dire les ressources sont finies, ça n'a pas été un moyen, un argument ultime pour casser la dynamique de progrès social qu'il y avait à l'époque. Sachant que bon, c'est pas le seul truc qui s'est passé ensuite, hein, puisque les néolibéraux dans les années 80, avec le chômage de masse, avec la casse des syndicats, avec un certain nombre puis l'augmentation très forte de la productivité et des salaires qui n'ont pas suivi. Et le néolibéralisme plus largement, hein, c'est pas que la casse des syndicats, même si c'est une de ses caractéristiques, ont quand même, enfin voilà, c'est un peu le contre-coup. Il y a eu traumatisme, il faut inventer des trucs pour éviter à tout prix ce progrès social, ces progrès sociaux importants. Et ouais, et du coup, en fait, je me suis posé la question si on pouvait pas faire l'hypothèse que en développant certains types de techniques, on pourrait se dire, mais en fait, la ressource, elle est infinie en sélectionnant des techniques et des technologies adéquates. Et en tout cas, ce qui permettrait de se passer d'un certain nombre de problèmes mais ça pose des questions de modèles de développement, de planification, qui sont tout à fait à rebours, enfin en tout cas très contraires de la pensée qui se développe actuellement, pas néolibérale, mais des tech bros qui sont pas du tout justement sur ces logiques de planification. J'avais vu une émission à France Culture qui disait que c'était un peu l'antithèse des tech bros, en fait, de planifier l'espace, de planifier l'économie. Alors pas forcément planifier en mode URSS, mais déjà le plan quinquennal en France dans une économie de marché, il y avait des formes de planification. Voilà, voilà, bon, enfin, c'est pas forcément que le nucléaire d'ailleurs, hein, ça pourrait s'appliquer à d'autres domaines, mais j'en reste là. Je développerai un peu plus à un autre moment, et je vous fais le résumé de la vidéo que j'ai vue du gars aux États-Unis, parce que je la trouve très intéressante. Ok, alors on va faire le résumé de cette vidéo. Donc c'est d'un gars de l'Illinois. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, qui nous parle des renouvelables et notamment du solaire, et qui compare au pétrole. Alors d'abord, le pétrole, il dit que c'est une technologie du jetable. On extrait du pétrole du sol et on le crame, on le jette. Enfin, c'est comme si c'était. Il parle de disposable. Alors que les renouvelables, c'est du récoltable. Il parle de harvest, donc un peu comme une moisson, quoi, pour des céréales ou quelque chose qu'on peut pousser. Alors le gars, il dit que c'est pas pour vendre du photovoltaïque ni pour faire de l'autopromotion de ce qu'il a mis sur son toit. Et moi j'aime bien quand il dit ça, parce que il dit la raison, c'est pas à moi de faire l'effort. C'est-à-dire, on peut construire des centrales collectives ou du photovoltaïque en toiture collective. Et il dit c'est pas à moi de faire l'effort. Alors ça me parle vachement, parce que c'est vraiment à l'opposé du néolibéralisme. Le néolibéralisme, il nous dit s'il y a un problème, t'as qu'à toi individuellement essayer de proposer une solution. Et en fait, c'est très présent, y compris dans les cercles militants aujourd'hui, avec à la fois on demande de l'exemplarité aux gens, c'est-à-dire d'être en cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On exige de la cohérence aussi, de l'exemplarité de la part d'élus. Et en fait, pour moi, ça dépolitise un peu, parce que en fait, on peut justement, on peut vouloir exiger des choses à l'échelle sociétale sans devoir les mettre en place soi-même, quoi. C'est ça la politique d'ailleurs, hein.
c'est statuer sur le budget collectif pour mettre en place des solutions collectives, soit parce qu'elles sont plus efficaces ou qu'elles reviennent moins chères, ou etc. Et pas avoir forcément à le faire soi-même. Donc voilà, ensuite il dit que le solaire plus le stockage c'est devenu l'énergie la moins chère de toutes les énergies. Et ensuite, ah oui, puis il dit aussi qu'il ne veut pas l'installer sur son toit parce que construire des centrales collectives c'est plus efficace. Il y a souvent déjà des câbles, il y a des économies d'échelle et on peut installer du stockage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les maisons individuelles. Bon, et ensuite il compare deux voitures. Une voiture à l'essence qui a fait 188 000 miles. Alors, en supposant que c'est des miles d'autoroute et à 30 miles par gallon, ça fait 6250 gallons, soit gallons d'essence. Donc, gallon, c'est l'unité de mesure aux États-Unis. Ça fait à peu près 4 litres. Et donc, soit sur 15 ans, avec le prix moyen du gallon par mois, ça fait 19 500 dollars pour 188 000 miles. Donc en gros, un camion citerne, c'est 11 600 gallons. Et donc 19 500 dollars pour 188 000 miles. Donc ça fait quand même pas mal de dollars dépensés dans l'essence, quoi, quasiment le prix de la voiture. Et ensuite, en 2022, il a acheté une Hyundai Ioniq 5, voiture électrique, il a fait 50 000 miles. Et il se dit, mais alors, combien je peux avoir de panneaux solaires si je dépense 19 500 dollars? Il peut en avoir 111 panneaux solaires. Et pour charger, pour toute la durée de vie de sa voiture, pour la recharger la nuit, plus avoir un peu d'énergie pour électrique pour sa maison, il en a besoin de combien de panneaux? De 12. Alors qu'avec 19 500 dollars, il peut en acheter 111. Bon alors, ça inclut pas la batterie, si on a besoin d'une batterie sur l'installation solaire ou des câbles ou des trucs comme ça, mais ça donne un ordre de grandeur. Et en fait, l'ordre de grandeur, comme on le voit, avec 19 500 dollars dépensés sur le pétrole qu'on dépense dans les panneaux solaires, on a 10 fois plus que ce qu'on a besoin. Donc il y a un ordre de grandeur de différence. Ça parle aux scientifiques, hein, le x10 quoi. On est sur un ordre de grandeur, c'est-à-dire que c'est 10 fois moins cher en gros aux États-Unis avec le solaire. Et donc là on voit, la conclusion c'est que le solaire il est unstoppable, c'est impossible de l'arrêter. L'économie en fait, là c'est économiquement, ça va être en plus économiquement ça va coûter de moins en moins cher, sans doute il va y avoir des petites améliorations, et donc là c'est instoppable quoi. Et ensuite, donc un ordre de grandeur de différence quand même économiquement pour la voiture, hein. Là, on est en pleine crise économique du pétrole. Et alors, vous allez voir, il y a encore deux autres arguments qui sont intéressants. Donc déjà, l'utilisation du sol. C'est vrai que le solaire, ça consomme beaucoup d'espace. Alors, pourquoi il ne faut pas s'en inquiéter? Alors, là, il compare avec le maïs. Le maïs, on a déjà une seule récolte par an, alors que le solaire, c'est une récolte tous les jours. C'est utilisé pour l'éthanol massivement. Vous savez, le E5, E10, E85 à la pompe, en fait, c'est de l'éthanol. Donc, il y a des lois en fait qui obligent à mélanger de l'éthanol avec l'essence avec l'essence. Et notamment c'est d'ailleurs pour souvent des argumentaires d'indépendance énergétique, hein, pour limiter le besoin en pétrole qu'on importe. Que ce soit les lois aux États-Unis votées par Bush ou en France, je sais pas, peut-être par Chirac à l'époque. Et donc il dit avec 120 hectares de maïs, en un an, on a 66 000 gallons d'éthanol, donc 5 tanker trucks, 5 tankers. Alors il faut voir que quand on roule à l'éthanol, il y a une pénalty de 40%, ça veut dire il y a c'est l'inverse d'une prime, c'est un malus un peu de 40% à la consommation. C'est-à-dire ça consomme quand même plus d'essence, donc on fait 40% de moins de miles, de kilomètres parcourus.
qu'avec de l'essence. Mais supposons qu'on est à 0%, qu'il n'y a pas d'amende, enfin qu'il n'y a pas de malus comme ça à utiliser de l'éthanol. Avec 66 000 gallons, on peut parcourir 2 millions de miles. Donc 120 hectares de maïs, 2 millions de maïs. Avec 120 hectares de solaire, on est à 37 MWh par an. À 3 à 4 miles par kilowattheure, ça nous fait 74 millions de miles. Donc on voit bien là, on est même plus que le facteur 10. Tout à l'heure on était à peu près x 10. Là on est 2 millions de miles x 10, ça fait 20 millions de miles. Là on est à 74 millions de miles. Donc on est à x 20. Bon, mais ce qui est important, c'est pas le x10 x 20, c'est qu'on n'est pas sur le même ordre de grandeur, quoi. Il y a un x10 entre les deux, quoi. Donc on voit que c'est très avantageux de faire du solaire pour l'utilisation pour de la mobilité. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que vu qu'on utilise déjà du maïs pour l'essence, qu'est-ce qui se passerait si on remplaçait le maïs qu'on utilise pour le mélange avec l'essence par du solaire? Et en Amérique, il y a 96 millions d'hectares de maïs, dont 40% pour l'éthanol. Donc avec 25 millions d'hectares de solaire, ça nous fait 7 milliards, non, 7, ouais, c'est ça, 7,7 milliards de mégawattheures. Et c'est plus que l'entièreté de l'électricité consommée aux États-Unis. On dépasse de 40%. L'entièreté de l'électricité consommée aux États-Unis, c'est 4,17 milliards de. Non, milliards, billions, ouais, c'est ça, milliards de mégawattheures. Et donc vous voyez quand même, c'est quand même vachement intéressant dans le contexte de la crise énergétique avec l'Iran. Et sur les matériaux, parce que souvent, alors il dit en fait qu'il y a quand même des arguments un peu fallacieux de temps en temps. Les cellules photovoltaïques, c'est fin comme un jeu hein, dans le panneau solaire. C'est pas toxique. C'est du silicium, donc c'est du silicium cristallin. Donc c'est utilisé à partir de silice. Donc c'est ce qu'il y a dans le sol. Il y en a beaucoup dans le sol. Il y a 5% des panneaux solaires qui sont faits avec des produits un peu toxiques, mais c'est vraiment minoritaire. Il y a un peu de plomb avec les cellules photovoltaïques, mais ça on sait recycler. La plupart des batteries de voitures sont des batteries au plomb, sur les voitures thermiques, qu'on recycle entièrement. Hein. On refait des batteries au plomb à partir des anciennes batteries au plomb. Et les autres matériaux, c'est de la colle, de l'alu et du verre. L'alu et le verre, donc c'est 95% du panneau, c'est ça, en masse. Et l'alu et le verre, c'est ce qu'il y a dans. On l'utilise pour des contenants alimentaires. Donc on sait très bien recycler, ça coûte pas cher. Et c'est la plupart du matériau. Donc voilà, c'est des matériaux qu'on sait recycler, c'est pas cher. Et il y a aussi une junction box, la petite boîte à l'arrière du panneau qui, en fait, avec les fils, quoi, un peu de cuivre, pas grand chose, avec des petits fils pour pouvoir les relier ensuite à d'autres fils. Et après, il y a la question et les batteries. C'est-à-dire, il faut pouvoir stocker en fait avec le solaire. Et là, il rappelle deux éléments factuels. Le premier, déjà, les batteries durent très longtemps, 15 ans avant d'être dégradées. Comparé au pétrole qu'on crame directement. Et le deuxième fait, c'est que le matériau est encore là une fois la batterie usagée. Ça veut dire qu'on peut le recycler, donc c'est le cas avec les batteries au plomb, mais aussi avec les batteries lithium-ion. Il reste du matériau, il reste énormément de matériaux qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser. Donc c'est une industrie extractive, mais on l'extrait pas pour le cramer et pour le jeter, quoi. On extrait le lithium pour en faire des batteries. Pour en faire des batteries avec du matériau qu'on pourra réutiliser dans la prochaine génération de batteries. Et le troisième élément pour les batteries, c'est qu'on est encore en train d'apprendre grandement. Il y a eu des innovations avec les LiFePO, c'est-à-dire les lithium phosphate qui sont beaucoup moins dangereuses que les lithium-ion. Il y a les batteries au sodium. Alors ça, il dit que
c'est pas très dense énergétiquement, mais ça peut être très intéressant pour les fermes solaires, c'est-à-dire notamment au sol ou les grandes surfaces en toiture, parce que ça permettra de stocker à pas cher. Et le sodium, c'est du sel. Donc du sel, on en a. Voilà, donc je vous mets le lien de la vidéo, mais je trouve les chiffres sur les comparaisons pour la voiture, pour l'utilisation pour de la voiture, sont quand même très parlants. Euh, le solaire est devenu hyper compétitif, quoi, et hyper compétitif par rapport à l'essence. Et en fait, que des Américains voilà, disent, mais économiquement, en fait, le truc est ultra rentable, quoi. Et donc, ça, c'est quand même, enfin, c'est quand même un truc qui peut donner de l'espoir, notamment parce que les renouvelables, bon, c'est peut-être pas compétitif pour une utilisation militaire, parce qu'il y a toujours ce truc, hein, que ce soit sur le nucléaire ou le pétrole. L'utilisation civile, en fait, fait sens, mais énormément, mais depuis longtemps, mais enfin, voilà. Mais, mais c'est sûr que bon, il y a quand même l'argument militaire qui pèse dans la balance, sachant qu'il y a beaucoup de guerres aussi qui sont faites, qui sont menées pour récupérer des minéraux énergétiques, quoi. Enfin, des minéraux ou du pétrole, enfin de l'énergie. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse pour récap de cette super vidéo que j'ai trouvé vraiment très convaincante, puisque moi je m'étais aperçu il y a 2 ans quand j'ai installé des panneaux sur ma toiture qu'en fait le coût des fixations des panneaux et des câbles devenait quand même vachement important dans les installations sur toiture par rapport au coût des cellules photovoltaïques. Enfin, le coût en gros, la part de ce qu'ils appellent le BOS, le Balance of System, non, un truc comme ça, c'est les câbles et l'électronique et les fixations, en fait, prennent une part beaucoup plus importante dans le coût de l'installation, enfin, de plus en plus importante, quoi, puisque les panneaux et les cellules photovoltaïques deviennent vraiment pas chers du tout. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Enfin, la vidéo continue. Alors, aussi, donc, où en est le collectif? Alors, quand j'étais à Toulouse, j'ai fait un petit burn-out un peu politique. Et en fait, à un moment, j'étais assez, bon, je me suis pris une garde à vue et j'étais déçu qu'il n'y ait pas les camarades pour retrouver mon vélo, la veste que j'avais perdue, etc. Et je voulais partir en road trip. Et en fait, j'ai craqué, j'ai acheté des Ray-Ban Meta. Alors, vous allez dire non. Et, en fait, ouais. Bon, et en fait, je voulais quand même vous dire 2, 3 trucs à ce sujet. Parce qu'on a quand même souvent tendance à diaboliser un peu, ouais, Meta c'est le mal, donc Ray-Ban Meta c'est de la merde. Et vous avez raison, parce que en fait les logiciels qui sont utilisés, il y a eu des articles là il y a pas longtemps qui montrent qu'en fait il y a des gens au Kenya ou je sais pas où qui regardent toutes les photos qu'on prend et les vidéos qu'on prend parce que en fait Meta veut utiliser tout ce qu'on produit avec ses lunettes, c'est-à-dire les images, les vidéos, pour alimenter des IA, les IA de Meta. Donc ça c'est un peu de la merde, mais ça c'est la partie logicielle. Voilà. Le matériel est plutôt intéressant. Moi je trouve que c'est assez cool, notamment pour se défendre contre le harcèlement ou contre la police, pour pouvoir filmer de façon discrète ou prendre des photos de façon assez discrète, ou même contre l'extrême droite dans des contextes où l'extrême droite se renforce. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis surtout, je vais pouvoir l'utiliser pour me filmer en train de faire de la batterie avec 2 prises de vue en étant tout seul. Donc le collectif, voilà, quand on est un peu tout seul, c'est pas mal aussi. Ça fait une prothèse, une aide un peu. Et bien sûr, ça remplace pas les collectifs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, les algos. Ouais, alors en fait, avec des meilleurs algos, c'est-à-dire avec un meilleur logiciel, on pourrait utiliser ce matériel sans alimenter de l'IA, par exemple. Et bon, moi je trouve que ça serait vraiment cool, quoi. Voilà, les algos. Puis les algos, c'est pareil, on diabolise les algos souvent. Les algos, c'est pas que, il y a des artistes en fait qui font des trucs géniaux avec les algorithmes, des effets vidéo, les VJ pour faire des vidéos du graphisme, des trucs pour des clips par exemple de musique. Les artistes, c'est des machines, des brutes, ils sont méga balèzes
en algorithmique, quoi. Mais c'est utilisé pour d'autres trucs, quoi. Pour voilà, pas pour contrôler les gens, pas pour les surveiller, les entraver, etc., etc. Ça me fait penser d'ailleurs que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Terreur et possession, enquête sur la police des populations à l'ère technologique. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé, si c'est bien ou pas. Et alors, voilà. Et du coup, alors je voulais vous dire qu'en fait, je fais cette petite vidéo pour essayer de me motiver pour, alors ça fait un peu crise de la quarantaine, développement personnel, mais aller vers une meilleure version de moi-même. Parce qu'en fait, je voudrais faire, j'avais pris un cours de batterie en ligne que j'ai pas complété, c'est sur 6 semaines, et je vais faire des petites vidéos pour essayer de me motiver. Alors là, j'ai arrêté de fumer depuis 1 semaine, et pareil, je voudrais essayer de fumer 1 clope par semaine. Alors ça me fait rire parce que j'ai vu le médecin qui me parlait de paquet année, c'est une unité qu'ils utilisent pour compter le nombre de clopes que vous fumez. Donc là, ça serait donc c'est 1 paquet par jour pendant 1 an, ça fait 1 paquet année. Et là, j'aimerais bien fumer mais juste un seul paquet par an. Et ouais, donc du coup, faire un rituel de fumer 1 clope par semaine. Bon alors, en fait, c'est aussi parce que en fait, le tabac initialement, c'était de la pharmacopée, c'était des Indiens d'Amérique qui l'utilisaient, notamment, ça permettait de mieux respirer. Enfin, il y avait des rituels. Et il y avait une utilisation un peu quasi pas religieuse, mais qui était liée à la culture des Indiens d'Amérique. Et en fait, pour toutes les drogues, c'est quand même souvent lié aux religions avec des rituels et tout. Et là, c'est pareil dans les bouquins qu'il faut que je lise. Il y a le bouquin de McKenna, qui était un pote de Timothy Leary, l'inventeur du LSD. Et McKenna qui avait une banque de graines, ou de gènes, et plein de bouquins rares. Il a voyagé dans le monde entier, il connaît plein de substances psychoactives, tout ça. Et bref, je me disais que pour l'utilisation un peu, éviter de tomber dans des addictions, tout ça. En fait, le fait de ritualiser la prise de produits addictifs dans de la sociabilité et en fait moins souvent, par exemple une clope par semaine, alors je pense que c'est un gros challenge parce que je fumais beaucoup, quoi, genre 1 paquet par jour, donc arriver à 1 clope par semaine sans réactiver l'addiction, je pense que ça va être chaud, mais je vais quand même essayer. Et le bouquin de McKenna, en fait, même la vie de McKenna et les écrits sur les substances psychoactives, donc plutôt, donc pas trop les trucs d'HP, ou les trucs psychoactifs pour casser les gens, mais les trucs récréatifs, donc plutôt, c'est plutôt les champis, les trucs liés, j'ai plus le terme exact, mais je trouve que c'est absolument j'allais dire stupéfiant. Non, mais c'est passionnant. Enfin, je trouve que il y a des penseurs, en fait, même des théories des théories modernes sur pas la cybernétique, mais l'informatique à large échelle, tout ça, qui sont aussi des penseurs. Il y a des parallèles qui sont avec les produits psychoactifs. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc pareil, quand j'aurai lu McKenna, je vous en reparlerai. En tout cas, voilà, pour aller vers une meilleure version de moi-même, donc arrêter de fumer, en tout cas fumer 1 clope par semaine. Et je repensais à des ricains que j'avais croisés en Islande, qui me disaient, c'était un couple et tout, ils avaient un gros 4x4. Puis le gars, c'était un ingénieur, il jouait de la oud. Tous les matins, il se levait super tôt pour jouer de la oud. Il me disait, mais tu devrais te lever plus tôt pour jouer de la batterie. Et en fait, j'ai un regret immense de pas avoir joué plus souvent, entretenu mes compétences
de jouer d'un instrument de musique pour après les Gilets jaunes, quand j'avais croisé une chanteuse américaine avec qui j'aurais adoré, enfin je fantasmais complètement sur le fait d'aller faire jouer de la musique en tournée avec elle voilà. Et je me sentais pas au niveau. Et du coup, je me dis là, bon, c'est le moment de se mettre à niveau, enfin de vraiment travailler mon instrument. Donc croiser une meuf qui est complètement above your league, enfin qui est trop bien pour vous quoi. C'est un bon driver pour essayer de se surpasser. Et en fait, je vais utiliser les Ray-Ban Meta pour me filmer avec deux prises de vue. Ça, pour essayer de progresser avec la réécoute, mais aussi me motiver à tenir tout le long du programme de la méthode qui est sur 6 semaines. Bon alors voilà, après c'est pas le mythe du surhomme non plus. Hein. Mon frère il m'avait dit, il m'avait dit espèce de, non, il disait qu'à Nietzsche, il y a un sous-temps la gueule de Nietzsche mais je trouve que Nietzsche et Artaud, qui sont des artistes et philosophes qui ont beaucoup critiqué la religion, ils ont tous les deux fini fous, mais quand même les religieux là qui mettent le monde en guerre actuellement, il ferait mieux quand même s'en inspirer un peu parfois. En tout cas, de s'inspirer de l'aspect de la critique de la religion, je pense que ça ferait pas de mal. Et enfin, en tout cas, voilà, se surpasser. Bon, il y a aussi peut-être le côté muse ou amour courtois ou quoi, de faire des efforts, essayer d'aller vers une meilleure version de soi-même pour, bon, pas que pour plaire, hein, mais aussi pour se sentir mieux, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a, voilà la batterie. Il y a 6 sessions, donc c'est sur 6 semaines. Et donc, je vais me filmer en train de faire chaque exercice en début de session et en fin de session en me déplaçant sur le kit. Et donc 6 fois, donc ça fera 6 vidéos. Et donc vous verrez si c'est une bonne méthode ou pas. Comme ça, je pourrais faire un peu de pub pour le collègue batteur qui a fait cette méthode. Et vous donner mon ingrédient secret pour voilà, vraiment travailler le truc vraiment coolos quoi. Voilou. Et sur ce, je vais aller filmer en train de jouer de la batterie.